Bonsoir et bienvenue au Majuscule Propos. Ce soir, on va discuter autour de la communication clé de la bonne gouvernance et on va revenir sur l'accès à l'information et la collaboration au service du développement. Nous sommes sur le plateau de Majuscule Propos, nous sommes avec ambassadeur Joseph Motaoba, analyste politique, et on est aussi avec Jean Bosco Chingayugui, expert des médias. Bonsoir. 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 Tout d'abord, commençons par expliquer vraiment la différence entre la communication et l'information. C'est quoi? Quand on parle de communication, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, merci. Je vais le dire en termes simples. Ouais. C'est un envoi d'informations et un retour d'informations à travers un canal et utilisant une langue, un langage. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui envoie un message et qui espère un retour de message pour voir si le message envoyé a été compris ou pas. Et vous, ambassadeur, en termes de gouvernance ou bien de politique, quand on parle de la communication, si vous pouvez apporter une particularité à part ce que M. Chingayugui vient de dire? En matière de gouvernance, de bonne gouvernance surtout, il faut voir qu'est-ce que vous donnez aux autres et quelle est la réaction de ces autres. Est-ce qu'il y a une certaine expression de meilleur rendement? Est-ce qu'il y a une expression de meilleurs résultats? Est-ce qu'il y a une réaction critique? Parce que souvent, les gens croient que le feedback doit être nécessairement toujours dans le langage qui flatte. Non. Si le retour me dit non, ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait, c'est zéro ou c'est presque zéro, alors là, je dois rectifier. Oui. Sinon, si je ne rectifie pas, j'aurai des résultats encore négatifs. Oui. Donc cette communication, c'est pas sens unique. C'est deux sens. Oui. Et quand ça donne de bons résultats, vous le sentez, vous le voyez. Et quand ça donne de bons résultats, ça devient... Ça vous donne des signaux. Ça vous donne des signaux qu'il ne faut pas ignorer. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Et qu'en est-il de la bonne gouvernance? Bonne gouvernance, la bonne gouvernance. Que devrions-nous entendre par bonne gouvernance? Particulièrement dans notre contexte, la bonne gouvernance, c'est une gouvernance qui donne des résultats, c'est-à-dire du bien-être social. Mais la bonne gouvernance a des critères. C'est-à-dire, pour parler de bonne gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a des dirigeants qui sont prêts à avoir de la redevance, de justifier ce qu'ils font, avoir de la transparence, mais aussi impliquer les bénéficiaires dans tout ce qui est planification, tout ce qui est prévision. Donc, il faut que les bénéficiaires, eux, aient leur mot à dire dans le processus de planification. Mais quand on commence à mettre en œuvre ce qu'on a planifié, il faut que les gens, surtout les dirigeants, soient transparents et acceptent de rendre compte ce qu'ils font pour les gens. Oui. C'est les trois grands critères de la bonne gouvernance. Merci. Ambassadeur, selon vous, donc, en tant qu'analyste politique, en quoi l'accès à une information fiable et transparente, comme M. Jean Bosco vient de le dire, constitue-t-il un pilier de la bonne gouvernance? Écoutez, ça constitue un pilier de la bonne gouvernance dans ce sens que quelqu'un qui cherche une information, c'est quelqu'un qui a une certaine avidité de s'améliorer ou de vouloir savoir davantage comment on peut quitter l'état, le niveau sur lequel on se trouvait, comment est-ce qu'on peut être beaucoup plus stable dans le sens de performance, comment est-ce qu'on peut améliorer ses performances. Donc tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les comparaisons utiles. Donc si vous avez cette avidité de savoir, cette avidité d'améliorer votre savoir et de changer de mentalité surtout, à ce moment-là, vous avez déjà une certaine aptitude qui vous amène vers la bonne gouvernance. Parce que vous ne voulez pas être figé dans un endroit ou dans une attitude pour croire que c'est vous qui avez raison, les autres n'ont pas raison. Non, ce n'est pas vous qui avez raison, c'est vous et les autres. Et ensemble, vous cherchez des solutions. Donc, on ne peut pas se mettre dans un coin et s'y figer et croire que
c'est fait, ça y est, j'y suis, j'y reste, et je fais ce que je veux. Non. Oui. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la bonne gouvernance, parce que la plupart des dirigeants africains, surtout aujourd'hui, quand je parle des dirigeants, c'est pas seulement les chefs d'État, hein. Je parle de tout l'ensemble des dirigeants. Ils croient que la plupart croient que c'est pour eux, leur entourage immédiat, familial et autres. Et le reste, bon, ça vient après. Et ça devient toute une bagarre. Et c'est ça dont souffre l'Afrique en général. Je ne dis pas tous les pays, je ne dis pas tous les dirigeants, mais je dis une observation globale pour montrer du doigt ce qui ne va pas en Afrique aujourd'hui. C'est le manque de leadership propre et le manque de gouvernance appropriée, de bonne gouvernance. Donc, ce genre de communication dont nous parlons ici, c'est une communication qui va vers la majorité des citoyens africains, la majorité des citoyens du monde, dans un monde global qui n'est pas nécessairement bon. Hein. Il peut être très méchant, mais si vous allez chez les méchants, vous pouvez devenir méchant. Si vous allez chez les gentils, vous devez être gentil. Mais il faut savoir différencier les deux. Et vous ne pouvez pas le faire sans avoir un bagage de communication et d'information qu'il faut. Oui, avec le point que vous venez de mentionner concernant le fait de ne pas considérer le moi et mon entourage au moment de la prestation de serment des membres du nouveau gouvernement, le président de la République a aussi insisté sur les responsabilités qui sont attribuées à quelqu'un. S'il était question de voir au-delà, et comprendre que la responsabilité ne concerne pas la personne, mais la nation. Donc, on va revenir sur ce point, si vous permettez. Maintenant, je vais demander à Jean Bosco, comment les médias peuvent-ils faciliter l'accès du public à une information de qualité, notamment dans les domaines de développement et services publics? Là, c'est dans un contexte où on fait face à la désinformation, que ce soit au Rwanda et dans la région, en Afrique. Bah ouais. Déjà que le rôle du média, c'est d'informer les gens et en plus d'éduquer les gens. Si on met un peu à côté le divertissement, mais qui est aussi important, c'est que les médias jouent un rôle important parce qu'ils s'adressent à la masse. Et quand on parle de médias maintenant, il faut comprendre qu'on a ce qu'on avait comme médias traditionnels, mais on a aussi les nouveaux médias, tout ce qui est les réseaux sociaux, donc c'est diversifié. Mais la clé de tout ça, c'est de donner une information correcte et à temps. Mais en même temps, pour pouvoir jouer leur rôle proprement, il faut qu'ils accèdent à cette information. Donc il y a deux facteurs. Il y a un facteur interne où il faut que les médias soient le plus professionnels possible, c'est-à-dire qu'ils assument leur rôle d'une façon éthique. Mais il y a aussi un facteur externe qui est là où ils vont puiser l'information. Est-ce que l'information est disponible d'abord? Est-ce que si l'information est disponible, les gens qui la détiennent sont prêts à donner cette information et à temps? Et là, je dirais qu'on a fait des pas, mais on a encore des pas à faire, des deux côtés. Parce que quand il s'agit de l'accès à l'information, on se rend souvent compte qu'on fait beaucoup de choses, mais on a encore un chemin à faire par rapport à la documentation des réalisations qu'on fait. Chaque semaine, on a des visiteurs, mais vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une information toute prête qui est là. Vous allez dans un district, les gens travaillent 24 heures sur 24, mais quand vous demandez une information, n'offusque qu'un rapport. On vous dit le rapport n'est pas encore prêt. S'il est prêt, pour aller le chercher, le trouver, c'est un problème. Et quand on le trouve, des fois, il y a des gens, des individus qui se disent, est-ce que si je vais donner information, il n'y a pas d'impact sur moi? Donc, on a encore des choses à améliorer. Mais cela dit, avec les nouvelles technologies, ça s'est beaucoup amélioré. Et le problème maintenant, c'est qu'il y a trop d'informations, mais est-ce que c'est des informations factuelles? Ouais. Donc, il y a une chose et son envers. Et maintenant, au niveau des médias, disons professionnels, médias traditionnels, il y a aussi beaucoup d'améliorations parce qu'on a beaucoup de médias qui commencent à
donner une information de qualité, mais en même temps, quand tu regardes l'environnement de travail des journalistes, des fois, c'est problématique parce que quand je parle d'information de qualité, il faut comprendre une information avec des données. Et une information de qualité, il faut déjà des gens qui sont outillés intellectuellement, mais qui travaillent aussi dans un environnement propice. Par exemple, s'il faut aller chercher des informations dans l'agriculture, il faut que les journalistes comprennent le monde de l'agriculture. Et il n'a pas encore assez de journalistes spécialisés. Donc, par rapport aux moyens, par rapport aux connaissances, on est encore dans le général. On est dans le Donc, général. bien qu'on fait des pas, il faut améliorer. Oui. Et votre appréciation toujours dans ce général? Ouais, ouais. Quelle est votre appréciation? L'appréciation, c'est qu'on est encore dans les nouvelles, plutôt que dans les documentaires, plutôt que dans l'information qui vraiment éduque. La plupart du temps, dans les radios, c'est le direct, c'est moins de journalisme d'investigation, moins de ce qu'on appelle feature stories, de nouvelles, comment dire, c'est pas nouvelles, informations profondes avec des données, Oui. ce qu'on appelle le data. Parce que quand tu as une information et que tu n'as pas de statistiques relatives. Combien de gens, dans combien de temps, il faut que les gens sentent qu'ils sont documentés. Si on peut se demander, si vous permettez, si on peut se demander s'il n'y a pas ces statistiques dans l'information, dans l'actualité, parce qu'on va revenir sur le fait de différencier l'information et l'actualité. Oui. Est-ce qu'à ce côté, c'est pas le manque de volonté par exemple, des institutions ou bien des gens qui ne donnent pas leurs statistiques? Il y a plusieurs facteurs. Comme je disais, des facteurs aussi internes, parce que de plus en plus, il y a je ne dirais pas de plus en plus, il y a une catégorie de journalistes qui aimeraient faire ce que je dirais journalisme assis. On est content, on va sur les réseaux sociaux, on concocte une information et on balance. Le scoop. Le scoop. mais c'est pas assez, c'est pas suffisant, ça remplit pas le rôle d'éducation, comme on le dit. Ça informe, mais c'est pas complet. Ouais. De l'autre côté, il y a des gens qui ne sont pas encore prêts à donner l'information ou qui ne préparent pas l'information à temps. Par exemple, quand vous demandez aux gens, disons dans le domaine médical ou agricole, vous demandez combien de cas de malaria vous avez aujourd'hui. Il y a des fois, vous pouvez être surpris sur un centre de santé, ils n'ont pas documenté systématiquement. Ils vont dire, OK, je vais voir, ça prend du temps. Alors qu'en principe, si on travaillait bien, on devait être à mesure, chaque mois, d'avoir quelque part les données qui disent, on a eu 20 cas de malaria, il y a eu 18 de guéris, il y a eu 2 de compliqués, ce genre de données. Oui. C'est ça qui permet d'évaluer, d'avancer, d'aller de l'avant. J'aimerais bien compléter, Jean Bosco, avec ce que je consomme dans le dépouillement des médias ici et ailleurs. Quoi. Il y a du sensationnnisme qui devient de plus en plus d'actualité. Quelqu'un qui vous donne un titre, mais le contenu n'a rien à voir avec le titre. Et ça, c'est très fréquent. Oui. Pour attirer l'attention. Ça, il faut vraiment c'est pour attirer l'attention des gens et souvent même pour s'enrichir très vite parce que j'apprends qu'ils se font beaucoup d'argent. Ça rapporte. Oui, ça rapporte de l'argent. Ça, c'est un peu du business. Mais c'est pas bon pour la consommation, pour les clients. Non? Effectivement, par rapport à ce que j'ai dit, on va en dehors du rôle des médias en principe. Parce que le journaliste devait informer les gens avec les faits et en même temps viser à changer sa perception des choses, lui donner une information qui va lui permettre d'évoluer, de gagner sa vie. Donc si on se limite au divertissement et en même temps on se limite aux informations qu'on glane à gauche, à droite sur les réseaux sociaux, ou pire, vos propres opinions, et vous voulez imposer ça aux autres,
On vit dans un monde électronique, j'en conviens, mais il faut qu'on commence à penser à l'impact sur les gens. Et apparemment, il y en a qui veulent être le centre de l'information plutôt qu'être un vecteur, qui cherche de l'information là où elle est pour la transmettre à l'auditoire, aux auditeurs, aux téléspectateurs. On est en train de parler de la communication clé de la bonne gouvernance. Dans le contexte actuel, le Rwanda a vraiment évolué. 30 ans, 31 ans après le génocide, il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs aspects. Il y a le sport, il y a le tourisme. Et là, s'il était question de revenir sur les médias, sur la communication, parce qu'on parle de la communication clé de bonne gouvernance, on va dépasser le Rwanda pour aller en Afrique, puisqu'on est africain. Récemment, le président de la République a parlé du fait qu'on a tout ce dont nous avons besoin pour évoluer, pour collaborer, pour aller de l'avant. Ambassadeur, revenons sur le point que vous avez mentionné à la base. Jean Bosco l'a bien dit, communication interne. Quel est l'impact de la mauvaise communication, ou bien d'une communication qui n'est pas effective à l'interne, d'une manière de la bonne gouvernance, quand on a une responsabilité au niveau national, genre un ministre, un chef de district, tout ça? Bon, les exemples abondent, il y en a beaucoup dans tous les pays d'Afrique. Il y a des gens où il y a des officiels, des gouvernements divers qui utilisent les médias, qui utilisent les outils de communication à donner une sorte de message sensationnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais qui est contraire à la vérité. Il y a des gens qui ont cette astuce-là de pouvoir manipuler tout ce qu'il y a comme information et essayer de vendre ça à la population ou à une certaine catégorie d'auditeurs, de consommateurs de l'extérieur. Alors les gens se demandent, mais où est la vérité? Je vais vous donner un exemple. On s'assoit dans une capitale quelconque. On signe un accord bien écrit. Donc, ambassadeur, vous lisez mes pensées, merci. Je aussi... Donc, une fois que vous lisez, vous avez un texte, vous le lisez avant de le signer. Quand vous l'avez signé, ça veut dire que c'est fait, c'est fait. Mais au même moment où vous avez fini de signer, la même personne qui a signé, ou son collaborateur, ou son collègue, ou son chef, dit exactement le contraire de ce qui est écrit. Donc, au lieu de lire lettre, paragraphe par paragraphe, non, il devient prolifique dans la façon de penser à autre chose que ce qu'il vient de lire, écrire. La conséquence de ceci, c'est quoi? C'est que la désinformation engendre maintenant la confusion dans tout le monde et la confusion à travers le monde. Quand je le dis, je le fais exprès, c'est pour dire que finalement, personne ne croit en quoi que ce soit. Est-ce que vous voulez la paix? Oui ou non? Oui, mais je ne veux pas que c'est ça. Alors, autant vous en tenir à ce que vous avez écrit, signé. Donc, c'est une mauvaise utilisation de la communication, des outils de la communication. Ça ne sert qu'à maintenir l'Afrique dans un état primaire. Chaotique, voilà. Chaotique. Alors, si je peux me permettre de continuer de mettre un accent sur votre exemple, puisque c'est comme si vous avez lu mes pensées. Prenons l'exemple d'un accord. Un accord comme la RDC. Après moins d'une heure, on remarque que le porte-parole du gouvernement annonce quelque chose. Là, on ne va pas dire que c'est une communication qui n'est pas efficace, parce que c'est une communication effective, mais intentionnée. Donc, avec un objectif, un intérêt que nous, on n'est pas venu discuter ici. Alors, si il est question que l'Afrique avance ensemble et qu'il y a une bonne gouvernance au Rwanda, dans chaque secteur, un pas, petit à petit, on y va bien, comment est-ce que les Africains qui sont en train de bien améliorer leur gouvernance peuvent
relever le défi du fait qu'ils sont en train de partir sur le même chemin avec des gens qui sont mal intentionnés en termes de communication. Vous, Jean Bosco, si vous permettez. Comment peut-on naviguer dans ce contexte? Je dirais que, bien que je dis que les médias, la presse, les outils d'information étaient très importants pour le développement, et malheureusement, on voit de plus en plus les médias devenir un outil de contrôle ou comment dire, de manipulation, et au niveau planétaire. Parce qu'il y a des médias qu'on prenait comme référence qui maintenant sont des outils de propagande, carrément. On voit comment ils couvrent l'Ukraine, comment ils couvrent le Moyen-Orient, comment ils couvrent l'Afrique, le Congo dont vous venez de mentionner. Donc, maintenant, la problématique, c'est de pouvoir sensibiliser les gens, les consommateurs de l'information, et leur expliquer que maintenant, il faut faire très attention et recouper l'information qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, vous allez suivre une radio internationale connue, et 2 secondes après, vous allez sur X ou Facebook, vous avez une information contraire. Oui. Donc, on est déboussolé en tant que consommateur d'informations. Donc maintenant, il est grand temps que les gens comprennent que les médias sont devenus des outils géopolitiques, carrément. Et avant, c'était un problème de manque d'informations. Maintenant, on est abreuvé d'informations à chaque seconde. Maintenant, comment on navigue là-dedans? C'est la problématique du jour. Mais on n'a pas le choix. Mais quand même, vaut mieux trop d'informations que pas d'informations. Parce qu'en même temps, parce que j'entends souvent les gens se plaindre des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est une plateforme, comme tant d'autres. Oui. Si on pouvait mettre dessus une information de qualité, tant mieux. Maintenant, il y a des choses qu'on peut connaître qu'on n'aurait pas pu connaître dans le temps, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Maintenant, on peut voir, quand bien même il y a des gens qui utilisent leur aura pour véhiculer une certaine information, mais quand même, on peut savoir que quelque part, il y a des gens qui ont été tués, alors que ça n'a pas été mentionné sur les grands médias, qu'on appelle grands médias. Donc, c'est vraiment une arme à double tranchant. Maintenant, c'est à nous, si je dis nous, c'est-à-dire ceux qui peuvent accéder à cette information, à cette connaissance, d'expliquer à nos publics et de leur dire, maintenant, si vous écoutez une information sur une seule source, vous ferez mieux d'écouter une autre source pour faire la part des choses. J'aimerais bien vous compléter sur ce point-là, mais en disant plus ou moins l'inverse. Vous avez dit qu'on n'a pas de choix. Moi, je crois que nous avons le choix. On devrait avoir ce choix. On devrait, oui. Pourquoi? Parce que vous le savez, vous autant que moi, que le narratif est contrôlé ailleurs que chez nous. Ouais. Alors, si le narratif est contrôlé ailleurs que chez nous, il faudrait qu'on puisse voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre narratif à nous, notre lecture de notre situation à nous, telle qu'elle est au Rwanda, dans la région, en Afrique, soit comprise telle qu'elle est. Donc, si on peut créer cette facilité, et je sais qu'il y a moyen de le faire, surtout aujourd'hui, que ce soit avec l'intelligence artificielle, que ce soit avec les nouveaux médias sociaux, on peut créer notre façon de disséminer cette information. Parce que si le narratif est toujours contrôlé ailleurs, ça serait très difficile de pouvoir nous en tirer et changer le narratif. Peut-être que je devrais clarifier un peu. Quand j'ai dit qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas bloquer le développement et la technologie. Correct. Là, je suis en même temps d'accord avec vous qu'il faut qu'on crée notre propre... Absolument. Oui. Pourquoi faut-il que j'aille apprendre ce qui se passe au Rwanda par le biais seulement d'organismes internationaux? Oui. Donc, c'est ça que je disais, les plateformes, ce n'est pas un problème, mais le contenu qu'on met là-bas. Je vais vous donner l'exemple concret que j'ai vécu, que je vis toujours d'ailleurs. Quand vous lisez les rapports de ce qu'on appelle des organisations des droits de l'homme, telles que Human Rights Watch, Amnesty International, etc.
Quand je regarde le script qu'ils utilisaient en 1994, jusqu'à aujourd'hui, en 2025, c'est exactement le même format, le même texte. On change les dates, on change ceci. Le qualificatif peut changer un tout petit peu avec un superlatif, etc. Mais le narratif ne change pas. Le template, c'est je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Le format peut-être. Le format. Et le reste est le même. Et ce sont les mêmes personnes. Et ce sont les mêmes personnes qui sont consultées pour composer encore d'autres rapports au sein du département d'État, au sein du ministère des Affaires étrangères de tel pays, etc. etc. Donc, on est dans un cercle vicieux. C'est ça que je dis que le narratif devrait changer en fonction de ce que nous savons, ce que nous vivons chaque jour et qui a changé à travers le temps. Donc, prenez le deuxième exemple que je voulais mentionner qui nous concerne ici, qui concerne le monde. Ce qu'on appelle les experts des Nations Unies. Si experts ils sont. Oui. Les rapports qu'ils écrivent sur la République démocratique du Congo, par exemple, sur le Rwanda, les résolutions et autres, ça n'a pas changé. Pourquoi? Parce que ceux qui préparent le script sont les mêmes. Le sujet, c'est le même. Et le contour, c'est toujours la même exploitation. Qu'est-ce que nous avons comme intérêt? Le langage ne devrait pas changer parce que si vous changez le langage et vous dites la vérité sur ça et ça va aller contre nous. Nous n'aurons pas accès à ceci, nous n'aurons pas accès à ça. Donc ça devient une affaire interne entre eux et ça nous affecte aussi. Ça nous affecte. Ouais. Et ça, c'est global. J'ai donné un seul exemple, mais c'est plutôt global. Ouais. Si on parle de la communication clé de la gouvernance et qu'on accepte que vraiment c'est une clé de la gouvernance, de la bonne gouvernance, ça veut dire que ça peut aussi être une résolution au conflit. Ici, je vais revenir sur il y a un nouveau gouvernement, il y a un Premier ministre, il y a les membres du Conseil des ministres au Rwanda. Alors, si on revient sur le discours du président de la République du Rwanda, il y a 3 points. Il y a d'abord la responsabilité, donc le poids des responsabilités. Il y a aussi le fait de voir qu'en tant que Rwandais, Africains, on ne peut pas être qui on était 50 ans, 100 ans avant. On a tout ce dont on a besoin. Il y a beaucoup de recommandations. Alors, la partie médias, communication. Vous êtes expert en médias, vous êtes analyste politique. Comment peut-on revenir sur une recommandation par rapport à ce que vous voyez, puisque maintenant, vous avez mentionné qu'on faisait référence à l'Europe, à l'Occident. Aujourd'hui, si le Rwanda devrait prendre comme un conseil, une recommandation aux spécialistes de médias, quel serait cet exemple ou bien cette recommandation? Bon, si l'ambassadeur permet que je commence, la première des choses, comme l'a mentionné le président, c'est d'abord de comprendre l'importance de la mission assignée. Comprendre, ça c'est un, et de deux, être vraiment convaincu que vous avez un rôle à jouer. Et votre rôle à jouer, vous devez le lier à la population. Parce qu'on n'est pas dans un bureau, on n'a pas une fonction juste pour la fonction. C'est pour une raison. Et nous savons le choix que le Rwanda a fait. C'est de faire tout ce qu'on fait pour améliorer la vie de notre population. Donc, la première des choses, et pour moi qui est la plus importante, c'est de comprendre la mission assignée et de l'accepter et d'être prêt à le faire. Maintenant, la suite, c'est de bien planifier et de deux, là où entre en danse la communication, c'est collaborer. Parce qu'on a souvent, on a des... Là, j'aimerais, ça c'est quelque chose de très important, j'aimerais aussi que vous parliez des deux côtés. Il y a d'abord prise de décision, donc les institutions, et aussi ceux qui vont vers ces institutions pour trouver l'information. Il y a un journaliste et il y a aussi ces institutions. Exact. Donc c'est là où je voulais en venir, c'est que vous ne pouvez pas travailler tout seul parce que toutes les institutions, comment dire, sont
le travail d'une institution informe le travail d'une autre institution. Parce que vous ne pouvez pas dire, je suis en charge de l'agriculture et vous vous arrêtez là. Vous vous souvenez de l'histoire où on avait une production de maïs exceptionnelle, mais où les gens avaient un problème à gérer la production parce qu'il n'y avait pas eu connexion avec le ministère du Commerce. Ouais. Donc, ça c'est un exemple. Allons dans une même boîte. Vous ne pouvez pas être dans un département et travailler tout seul. Donc, il faut que les gens collaborent. Et la collaboration, c'est-à-dire information. Parce que des fois, il y a des gens qui travaillent dans une même institution, qui se retrouvent sur terrain à faire la même chose ou à deux choses complémentaires sans qu'ils sachent parler. Et ça commence au niveau de la planification, qui devait être une planification jointe, qui par ailleurs permet de mieux gérer le peu de ressources qu'on a. Parce que, par exemple, chez nous, on est à RGB, on va souvent sur terrain. Imagine si chacun allait seul et vous vous retrouvez devant un même public, alors que vous pourriez aller ensemble. C'est-à-dire, si vous allez ensemble, c'est-à-dire gestion du temps des gens à qui vous allez parler, parce que s'il faut appeler le même groupe 4 fois, pourquoi ne pas l'appeler une fois et partager les 4 informations sur le même jour? Mais ça demande que moi qui est dans le département des médias, j'ai consulté mon collègue qui est dans le département de société civile. Je lui dis, vous savez, le mois prochain, je vais aller sur terrain. Et lui dit, oh tiens, j'ai besoin du même groupe. Pourquoi ne pas y aller ensemble? Donc ça, c'est parce que vous avez communiqué au moment de planifier et au moment de mettre en exécution. Donc, à l'interne, c'est très important de collaborer, de travailler ensemble. Maintenant, par rapport au public, aux gens qu'on sert, pour qui on travaille, comme j'ai dit, l'un des principes de bonne gouvernance, c'est la transparence, c'est la redevabilité, c'est la participation. Donc, vous ne pouvez pas atteindre les 3 sans inclure les médias. Ouais. Parce que ma voix, elle s'arrête à RGB ou chez moi à la maison, mais quand je passe par RBA, c'est le monde qui écoute. Donc, si je commence à expliquer qu'il y a maintenant, par exemple, on revient aux jeunes, on dit qu'il y a beaucoup de chômage et pourtant on a beaucoup de programmes qui sont destinés aux jeunes. Oui. Est-ce qu'on en parle assez? Est-ce qu'il y a encore le programme qui aide les jeunes à faire des projets? Les jeunes se plaignent, ils disent, mais on entend ça, mais est-ce que les gens qui sont chargés de nous aider à faire des projets, ils sont où? Oui. Sur les projets, je pense que ça c'est une bonne idée. Je ferai un sujet là-dessus, puisque on a vu que par exemple dans la technologie, parlant de le ministère de TIC, RISA, il y a comme Hanga Hazaza, ils travaillent même pas plus ici, ils travaillent dans le rural. Ils vont à Bouguessela, ils vont dans. Mais en fait, on va aussi revenir sur qu'est-ce qui intéresse ces gens qui sont en train de chercher l'information, parce que là aussi, ça c'est quelque chose de très important, puisque ça dépend de l'intérêt de la personne qui vient vers vous et ce qu'on veut avoir comme information. Ben, imaginez-vous, vous avez un projet qui vise des jeunes et les jeunes n'ont pas idée de ce projet, de ce qu'il faut pour bénéficier de ce projet. Donc le projet ne va pas être... En tout cas, je pense que ça, c'est vraiment c'est important. On va inviter ceux du ministère d'éthique pour qu'ils expliquent comment ils fonctionnent, parce que leur projet arrive loin dans tous les districts du pays et c'est vraiment incroyable. Si vous permettez un autre petit exemple, oui, bien mais sûr. maintenant qui va dans le business, parce que quand on parle du bien-être de la population, il faut des rentrées, il faut de l'argent, il faut un budget. Vous imaginez que dans tous les districts maintenant, il y a des... comment dire, des espaces réservés pour le business. Dans tous les districts, il y a des opportunités de business. Mais maintenant, on peut se poser la question de savoir, est-ce que les investisseurs savent toutes les opportunités qu'il y a dans les districts? Et pourtant, on a des sites web, on a des plateformes de X, on a aujourd'hui, tu peux faire un infographics, tu dis à Kirehe, il y a opportunité dans le domaine des bananes, à Bouguessera, il y a opportunité, il y a les lacs. C'est ce genre, quand j'évoquais
les nouvelles et l'information qui est utile au service et au business. C'est ça dont je parlais. Okay. Aujourd'hui, tu veux faire une réservation à Ruavu, tu vas sur un site web, là je rentre dans le privé, parce que les gens peuvent croire que c'est le problème du domaine du public. Non. Réserve un hôtel et il faut attendre que quelqu'un te réponde. C'est jamais. Il y a un téléphone, tu appelles, il n'y a personne qui répond. Et pourtant, quand tu veux voyager à l'étranger, tu réserves, tu paies et tu pars sans problème. Qu'est-ce qui nous manque? C'est l'organisation, c'est l'information, c'est le sérieux. Oui, c'est le sérieux, l'organisation, l'information et la collaboration. Un changement de mentalité aussi. Et pour conclure, ambassadeur, il y a un des invités sur le plateau de Majuscule Propos qui a dit que le Rwanda est en train de défier le script. Quand on revient sur, je ne sais pas comment on va faire puisque le temps nous fait défaut, mais là maintenant, puisqu'on est en train de regarder l'appréciation du président, il apprécie comment les gens travaillent et du niveau des personnels du média, donc, dont je fais partie. Jean Bosco vient de nous expliquer. Alors, au niveau régional, si on prend trop de sérieux et qu'on comprend la géopolitique et qu'on prend conscience qu'il est question de savoir comment gérer tout ça, quel est votre conseil, quelle est votre recommandation à ceux qui nous suivent pour comprendre que maintenant, il est de la responsabilité de nous d'être notre même propre référence et de ne plus se référer à ceux qui sont en train de nous dérouter? Je crois que le président Kagame l'a dit suffisamment plusieurs fois. Si le Rwanda veut continuer à s'améliorer, si le Rwanda veut changer positivement, et si l'Afrique peut suivre ou faire comme les autres qui ont tendance à pouvoir s'améliorer, on n'est nulle part, pas encore. Il ne faut pas être très ambitieux, comme on dit. Oui, notre ambition s'arrête quand on aura atteint un certain niveau. Nous apprenons toujours, nous essayons toujours d'être stables dans ce que nous faisons, mais comme le dit le président Kagame, il faudrait que les gens puissent comprendre que s'il est grand temps que l'on change, vous avez un bagage intellectuel qui est suffisant, mais il faut changer de mentalité et aller au-delà des croyances archaïques qu'on a dans le confort, là, vous pouvez dire, oh non, quelqu'un va m'aider à faire ceci, quelqu'un va m'aider à sortir de la pauvreté, etc. etc. Esprit de secours. Cet esprit de secours, c'est un esprit qu'il faut absolument éradiquer dans toute l'Afrique. Si les gens comprennent qu'on doit y aller, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que si tout le monde se rue vers l'Afrique, c'est parce que l'Afrique a quelque chose à offrir. Oui. Et nous qui avons cette Afrique et tout ce qu'elle contient, on regarde ailleurs. Oui. On va prier le bon Dieu pour qu'il nous aide au moment où les autres sont en train de ramasser tout ce dont ils ont besoin. Oui. Il faut changer de mentalité. D'accord, on connaît maintenant, on a étudié, on communique, comme disait Jean Bosco, mais la communication, il faut que cette information soit bien filtrée. Ouais. Et limiter cela à l'utile pour ne pas nous dérouter de cette stabilité dont je parle. Ouais. La stabilité, c'est avoir ce focus qui nous renvoie au futur bien précis et bien fort. Sinon, nous allons mourir dans la dépendance éternelle. Ouais. Ce n'est pas celui-là. Merci beaucoup, ambassadeur. Je vous laisse conclure en 10 secondes pour dire l'importance. Donc, comment est-ce que la communication effective est clé de bonne gouvernance et en clôture? Merci beaucoup. Brièvement, j'aimerais dire aux gens que, surtout dans le domaine de la presse et des créateurs de contenu, maintenant il faut les deux ensemble, hein, il faut que les gens comprennent que c'est question de survie, comme il vient de l'expliquer. Il faut qu'on explique, qu'on joue le rôle des médias, d'éduquer les gens, surtout les jeunes, qui comprennent la géopolitique, qui comprennent comment le monde est dirigé, qui comprennent qu'il n'y a rien de gratuit, comme vient de le dire l'ambassadeur, qu'on inculque nos valeurs africaines, rwandaises, à nos jeunes depuis le bas âge. Et les médias, c'est vraiment un vecteur très important
dans ce processus-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'est la fin de notre conversation. Nous étions en train de discuter autour de la communication qui est clé de la bonne gouvernance. Je suis Amandine Dikouma-Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.